Sense is run by a bunch of investment bankers, and their tools can help make quick. Donc je m'appelle Sophie Fournet, j'en suis la présidente. Je me suis fait accompagner d'Éric Venet, un de mes gérants associés et fondateur de Montbleu, qui est directeur général, responsable de la gestion. J'ai une pensée particulière quand je suis ici, il y a 3 ans. En 2008 et en 2009, nous avons eu la chance d'être nominés en tant que nouvelle société de gestion. Jamais 203, malheureusement, il faudrait que je vois auprès de Pierre-Emmanuel, mais on attend toujours la 3e. On verra donc les années suivantes. Que vous dire pour présenter, vous présenter Montbleu Finance. Il y a 4 adjectifs, je pense, qui peuvent la qualifier. Premièrement, Montbleu Finance est une jeune société de gestion de portefeuille. Elle est petite, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure. Nous sommes indépendantes et nous sommes avant tout une société de gestion entrepreneuriale. Et ça fait partie vraiment des valeurs auxquelles je tiens. Alors nous sommes jeunes, effectivement, agrément AMF octobre 2007. Ça ne fait que 4 ans que nous existons. Et pourtant, en 4 ans, il s'en est passé des choses. Je vous fais grâce des détails. On a vécu une première crise, 2008. On est en train de vivre une seconde avec une ampleur exceptionnelle, mais nous sommes toujours là. Toujours là et fiers d'exister et fiers d'envisager un développement. Nous sommes petits. Alors c'est vrai que nous sommes petits en matière d'effectifs. Nous sommes à ce jour que 11 personnes. Nous avons des compétences effectivement complémentaires. J'ai oublié de dire aussi en matière de jeunesse, nous avons des gens très très jeunes chez nous. Vous avez Solène ici qui est notre attachée de communication. La moyenne d'âge est de l'ordre de 27-28 ans, donc il n'y a guère que les vieux dinosaures comme nous qui faisons élever la moyenne. Donc 11 personnes, petits en termes de gestion d'actifs aussi, de fait. À ce jour, donc, nous gérons 90 millions d'euros en gestion collective. Donc Eric qui est là, plus cette casquette responsable de la gestion collective, il vous en parlera tout à l'heure. Et donc moi, je suis particulièrement dédiée à la gestion privée. Nous gérons à ce jour 55 millions d'euros. Ce sont les chiffres à aujourd'hui, je précise. Le 30 juin aurait été effectivement un petit peu plus favorable. Jeunesse, donc petite taille, indépendance, nous sommes totalement indépendants. Donc le capital appartient au gérant associé fondateur, même si évidemment nous travaillons avec un dépositaire qui est le Crédit Mutuel CIC Securities, donc qui offre la garantie Banque de France. En tout cas, aucun institutionnel à ce jour dans le capital, et je crois que ça va durer un certain temps, en tout cas tant que j'y suis. Entrepreneurial, oui, de fait. Permettez-moi juste de vous tracer un petit historique. Donc, pourquoi avoir créé Montbleu en 2007 Donc, Eric Venet et moi-même avons 25 ans d'expérience. Oui, on les assume, dans la gestion privée. Donc, nous sommes avant tout des gérants privés. Nous avons la connaissance du client, au sens large, respect du client, attentif bien sûr à ses objectifs, à son évolution patrimoniale. Et donc pendant plus de 25 ans, voilà, on a été, j'ai envie de dire, les mains un petit peu dans le cambouis, en tout cas par rapport à la gestion de portefeuille et par rapport à ce relationnel vis-à-vis du client. Et l'envie de se dire à un moment donné, eh bien, si on veut continuer à bien servir nos clients, on n'a pas d'autre choix quelque part de créer notre propre histoire. Donc voilà ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de faire en octobre 2007. Donc si Eric veut en rajouter, moi je viens plus du monde bancaire initialement, puis après d'une société de gestion de portefeuille déjà indépendante, qui était Tocqueville Finance, où là j'ai fait mes armes par rapport à la gestion value. Et donc Eric, qui lui était resté du côté plus stratégiste, économiste, voilà, c'est un petit peu la
confrontation, pardon, faut que je tienne mon micro, la confrontation et la conjugaison de deux mondes. Un commentaire peut-être. Allez, je te laisse la parole. Tu veux que j'enchaîne tout de suite? Alors, la gestion privée. Gestion privée dont je m'occupe plus particulièrement, nous gérons uniquement sous forme de mandat de gestion, donc qui se veut discrétionnaire et personnalisé. Moi, je tenais à me démarquer justement des banquiers où on vous colle et on vous classe dans un profil donc défensif, équilibré, ou même risqué. On le sait par expérience, enfin on l'avait testé par expérience que ça ne veut pas dire grand-chose en soi. Ce qui plaît aux clients, à notre avis, c'est de respecter son orientation, quoi qu'il arrive. Donc le cataloguer d'emblée, ça ne nous plaisait pas. Donc voilà, c'est un mandat de gestion discrétionnaire où à l'intérieur, je peux gérer. Donc bien sûr, il y a 3 axes, 3 supports de gestion, compte géré, compte titre, PEA, contrat d'assurance vie, dédié également, à l'intérieur desquels je gère à la fois en titre vif et en OPCVM. Alors avec une commission, parlons frais, avec une commission de gestion qui est liée à la performance, donc avec des arrêtés semestriels, si on constate une plus-value, nous percevons notre commission de gestion. Mais ça, on pourra y revenir dans un deuxième temps. Gestion collective, donc nous avons une gamme complémentaire de 4 fonds communs de placement, et là je vais peut-être te laisser la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis responsable de la gestion collective, des fonds, et Sophie vous a dit qu'on venait du monde de la gestion privée, et donc on a voulu créer nos fonds pour d'abord le besoin du client. Et donc au départ, 2 fonds, enfin juste même à l'arrivée, puisqu'il n'y a toujours que 4 fonds, donc 2 fonds éligibles au PEA qui sont des actions françaises et un autre étoile qui sont des actions européennes. Donc ça, je dirais une approche classique, c'était le savoir-faire du côté de Sophie, puisqu'elle avait une approche value. Et puis j'avais également, lors de mon expérience en banque, le désir de trouver des fonds qui permettent d'avoir une orientation assez rapide et de se couvrir sur les différents marchés. Et donc on a créé 2 fonds flexibles. Donc un fonds défensif, plus ou moins défensif. Pourquoi je dis plus ou moins défensif? Parce que les 6 mois qu'on vient de voir, s'aperçoit que ce qui est défensif un jour n'est pas forcément défensif à vie. Et il faut savoir remettre les pendules à l'heure. Donc 2 fonds flexibles, un cordé qui porte bien son nom, qui est de dire prendre le client avec nous et puis l'emmener sur... essayer de le driver sur ces marchés difficiles. Et puis donc ce fonds cordé, un fonds de 0 à 50%, uniquement européen. Et puis un fonds monde, lui flexible, de 0 à 100, et qui ce volet, le fonds qui, par définition, va sur à peu près toutes les classes d'actifs lorsque le besoin s'en fait sentir dans le cadre d'une diversification qui peut aller très bien sur les pays émergents, qui peut aller à la fois sur les obligations internationales et qui sert à la diversification des portefeuilles. Voilà. Donc cette première approche, c'était une approche des fonds qui correspond à des clients, et je gère ces fonds avec cette approche de client. Je sais quel type de client est dans ces fonds et qu'attend le client lorsqu'il est dans ces 2 fonds. Alors, comment gère-t-on maintenant ces 2 fonds? Là encore, une dualité avec mon président Sophie, qui, elle, a une approche, je vous disais, financière. Elle était au début de Tocqueville Finance, et donc assez spécifique en termes de value. Et mon approche qui est plutôt macroéconomiste, puisque je suis économiste de formation. J'enseigne l'économie internationale depuis 25 ans. Et mon idée, c'était de se dire, on ne peut pas imaginer la finance avec l'évaluation des entreprises sans tenir compte de l'ensemble du monde et des flux. Donc, on s'efforce de partir effectivement de la macroéconomie, et donc j'établis une espèce d'environnement macroéconomique tous les 3 mois qu'on laisse sur le site, puisque je pense que plus on est petit, plus il faut avoir une transparence absolue, et donc ce qu'on racontait il y a 6 mois est encore disponible jusqu'à maintenant. Donc cette approche macroéconomique, on en découle ensuite des thèmes et des secteurs pour investir dans les différents fonds en fonction des différents
profils de gestion. Et là, c'est là qu'intervient après le travail des analystes, puisqu'en fait, là aussi, spécificité de Montbleu, c'est qu'il y a 3 gérants et 3 analystes. Donc, globalement, en quelques minutes, je fais une analyse macroéconomique. Et toutes les semaines, on a cette réunion de gestion où on commence par ce que l'on fait en termes de macroéconomie pour voir comment le marché l'appréhende. Voilà, globalement, sur comment on travaille. Alors après, comment on gère au quotidien? Alors cette approche, peut-être 2 mots sur ce que l'on pensait de la macro, mais vous êtes tous des spécialistes et donc je ne vais pas forcément vous apprendre grand-chose. Sauf que pour nous, les difficultés ont commencé au mois de juin et cette stratégie s'appelait effectivement le bras de fer entre la macroéconomie et la finance s'interrogeant sur la possibilité pour la macro de tenir, et le fait de s'interroger et d'émettre des doutes allait pour nous poser des problèmes. Ces problèmes qui sont venus, et c'est le titre de notre 4e stratégie du 4e trimestre, c'est maintenant le temps de l'action, c'est-à-dire qu'on a laissé pour moi le marché financier s'enfermer dans un cercle vicieux de confiance, de défiance, et qui malheureusement ne peut sortir que par une autorisation forte de la politique pour pouvoir effectivement vraiment sortir de ce cercle. Alors en 2 mots, on reste optimiste. Alors effectivement, ça devient difficile dans les temps qui courent. On pense depuis 6 mois qu'on va dans le bon sens, sauf que le temps économique n'est absolument pas le temps de la finance. La finance voudrait que l'on ait réglé les problèmes, mais plus elle va accélérer, plus on va avoir des difficultés à les résoudre en termes de macroéconomie. Et donc, il va falloir trouver une juste mesure. Chaque avancée au niveau européen, alors pourquoi vous savez très bien aujourd'hui que la stratégie mondiale maintenant dépend de la réponse européenne, puisque que vous ayez des pays émergents qui ralentissent, mais qui vont utiliser l'arme politique et budgétaire, et que vous ayez les Américains qui, de toute façon, maintiennent un taux de croissance rendement raisonnable, eh bien, vous avez derrière l'Europe, et si l'Europe tient dans sa finance, eh bien, l'année 2012 ne sera pas si catastrophique que ça. Voilà globalement comment on essaye la vision aujourd'hui que l'on a à Montbleu Finance. Alors peut-être comment gère-t-on au quotidien? Eh bien, par rapport à cette grille de lecture que l'on a chaque semaine, on essaye de voir si le marché a tort ou a raison. Alors on pense effectivement que le marché a toujours raison. Je ne crois pas que le marché a raison. Il s'enferme. Pardon. Voilà, je suis en train de me parler par là. Et je pense qu'il s'enferme des fois, et par rapport à ces réactions, on essaie d'être relativement contrariant et assez réactif. C'est-à-dire que, je vous ai parlé de fonds flexibles tout à l'heure, les fonds flexibles peuvent varier, par exemple le cordé qui peut aller jusqu'à 50%, peut varier de 30 à 50% d'actions en 8 jours. Pas plus, parce que c'est de la gestion vraiment très traditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instrument de couverture, c'est où j'achète, où je vends. Éventuellement, je limite la poche action par des BER, mais uniquement ceci. Quant aux obligations, malheureusement, là encore, je n'utilise pas d'instrument de couverture. Comme on était positif depuis le début de l'année sur la macroéconomie, on a engrangé des obligations à fort rendement qui aujourd'hui, malheureusement, nous pénalisent. Mais on considère qu'il faut aujourd'hui conserver ces obligations puisqu'ils sont porteurs de rendement à terme, et je ne raconte rien d'original là-dessus. Voilà, notre dernier atout, c'est ça, c'est cette espèce de contrariance et de maintenir nos positions par rapport à un scénario macroéconomique que l'on croit assez, je n'allais pas dire solide, mais qui tiendra de toute façon, parce qu'on a guère le choix, et puis de toute façon il y a plein de raisons pour qu'il tienne. Et donc au quotidien, on essaye de profiter des craintes excessives des marchés ou des joies excessives des marchés pour être relativement contrariants. Donc ce sont des portefeuilles qui tournent assez vite. Voilà sur la gestion quotidienne. Et évidemment, Sophie fait la même chose en termes de gestion réactive et contrariante sur ses comptes en indirect. Est-ce que j'ai...
vous l'avez compris, on pratique avant tout, nous, une gestion fondamentale. D'abord parce qu'on est plutôt ancien et que pour nous, ça a du sens. Une action, c'est avant tout une entreprise cotée. Une entreprise avec des salariés, des effectifs, des résultats, la pérennité des résultats. Une valeur d'entreprise. Donc voilà, plus que jamais par les temps qui courent, on s'en réfère à ces valeurs fondamentales. Et c'est ce qui nous fait dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, on demeure optimiste, on l'est. En toute transparence, quand on regarde notre développement, on se portait très bien jusqu'au 30 juin. Là, c'est vrai que l'été, en tout cas depuis début août, depuis mi-août, septembre, octobre, de fait, il y a eu un arrêt brutal au niveau de notre développement, mais voilà, ça ne nous empêche pas en tout cas de continuer à être présents auprès de nos clients en gestion privée, plus que jamais, présents auprès aussi des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine, auprès duquel on se doit, en tout cas pour ceux qui nous connaissent déjà, qui ont déjà souscrit à nos fonds, on se doit bien sûr d'expliquer nos performances. Je pense qu'on va y venir peut-être tout à l'heure. Et puis aussi voir l'avenir, parce que je pense qu'il y a quand même encore une place pour des sociétés de gestion de portefeuille indépendantes, aussi petites soient-elles aujourd'hui, et donc qui fait bon vivre en tout cas dans notre cordée à nous. Et j'espère qu'elle va grossir et s'amplifier grâce à vous tous. Il y a peut-être des points particuliers. On va peut-être pouvoir passer aussi aux questions. Pour introduire justement ces questions, si vous pouviez peut-être nous présenter rapidement vos principaux thèmes d'investissement, ce en quoi vous croyez, alors ou les principales valeurs, ou les thèmes si c'est pas précis, et puis effectivement revenir peut-être sur les performances des fonds. Je pense que ça intéresse tout le monde de voir et d'expliquer la réaction. On va déjà commencer par les thèmes d'investissement. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui il y a un thème, enfin aujourd'hui, depuis déjà pas mal de temps, il y a un thème dans lequel nous croyons beaucoup. C'est le thème des valeurs de luxe, en sachant que pour nous c'est un vrai caractère patrimonial. Donc ma première ligne en gestion privée, en toute transparence, c'est Hermès. Je ne m'en plains pas, mes clients non plus. Alors complété aujourd'hui en gestion collective, nous avons un fonds qui s'appelle Montbleu Étoile, donc qui est éligible au PEA, qui est uniquement investi dans des valeurs de luxe où vous retrouvez bien sûr Hermès, mais surtout Christian Dior, Ferragamo, Richemont, toutes les belles et grosses valeurs du luxe. Quant au thème d'investissement proprement dit, alors après c'est difficile de décrire en gestion privée toutes les valeurs que nous avons, mais en tout cas ce sont des valeurs qui se veulent très fondamentales, parfois des belles valeurs industrielles aussi. Nous avons des valeurs de fonds de portefeuille, on aime bien aussi les small et les mid, parce que là du coup on peut être proche en tout cas des dirigeants, donc aller les voir régulièrement, et notre petite équipe d'analystes financiers ne s'en prive pas parce qu'ils sont tout le temps en train de les solliciter, voire les harceler. Au niveau des thèmes d'investissement, quels que soient les thèmes, les perspectives macroéconomiques, quels que soient les scénarios, il en revient toujours au même, que de toute façon, qu'il y ait un ralentissement ou pas dans l'économie mondiale. Au niveau émergent, vous aurez toujours une augmentation des consommateurs qui veulent consommer à l'européenne. Et donc le thème émergent vraiment pour nous, si je peux parler d'expression, c'est vraiment le luxe que l'on privilégie. Ça, sur ce, dans les trois fonds, les deux fonds éligibles au PA et le fonds cordé. Alors dans les deux autres fonds flexibles, le premier, donc cordé, relativement défensif. Alors je dis relativement puisqu'il se tenait, il avait une performance après jusqu'en juin autour de 5%. 5% globalement sur les 3 années en actuariel, et on arrive à une année aujourd'hui à moins 14%. Pour une raison relativement simple, c'est qu'on a 20% de convertibles et 30% d'obligations à taux fixe, notamment à yield. Et comme vous le savez très bien, aujourd'hui, le marché obligataire est relativement sinistré. Donc, on conserve nos positions. Par contre, pour un fonds défensif, je tiens aujourd'hui 40% d'actions, puisqu'il me semble que c'est la partie des actifs la plus liquide et la plus réactive pour pouvoir tenir compte et là en plus le marché est tellement négatif que je pense qu'il y a un potentiel plus que sur le marché obligataire. Voilà, pour la partie cordée et la partie offensive monde, j'ai 30% de mine d'or
qui bénéficient d'une variation, vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, je ne compte pas de ces moins 5% depuis 3 jours par jour. Ces allers-retours sur les mines d'or. D'abord, pourquoi je prends les mines d'or? Là encore, c'est le fond commun, c'est-à-dire que quels que soient les scénarios possibles, on retrouve l'or, c'est-à-dire l'enrichissement des marchés émergents profite à l'or. L'éventuel quantitative easing 3 et la création monétaire, de toute façon, dont on n'échappera pas, et derrière l'inflation qui est inéluctable, là encore, sera bénéfique à l'or. Alors, on n'est pas sur des ETF or, pas simplement parce que je pense que ce n'est pas l'esprit d'un stock picker. Par contre, faire effectivement du stock picking sur les mines d'or, étant donné que l'on a des analystes aussi qui sont assez au point sur ce secteur. Voilà. Ça, l'énergie, le pétrole, qui là encore de toute façon est sur une tendance longue, et enfin la technologie américaine, voilà, sur Terra. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez acheté Hermès avant l'épisode Bernard Arnault? Oui, bien avant. Ça fait partie vraiment des valeurs de conviction, de fonds de portefeuille. Et vous ne l'avez pas encore vendu? Non, maintenant. C'est la seule où on a encore jamais touché. Voilà. Et pourtant, vous savez, on est réactif et il est c'est pas peut-être- l'envie qui il nous est en manque. peut-être temps. Mais on Et attend. vous dites que vous faites de la gestion flexible. Quels sont les paramètres qui vous décident à changer de position? Sur quoi vous basez-vous, à part la macroéconomie qui est quelque chose à long terme? Voilà, effectivement, alors, la macro à long terme, du moins tant que je vois clair et que je suis positif, donc ça me donne globalement le est-ce qu'il faut être sur les actions ou pas, et le reste c'est plutôt l'aspect contrariant, c'est-à-dire que on se donne des fourchettes purement indicielles et de titres, et dès lors que l'on a eu notre gain, on sort, ce qui fait qu'on arrive globalement à 30. Non, parce que si vous voulez, ce sont des fonds diversifiés et lorsque vous passez de 50 à 30 en 3 jours, ce sont des objectifs bien définis dès le départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, à 3002, il vaut mieux être à 30% d'actions qu'à 50, et à 2008, je suis en train de racheter. Voilà. Mais c'est typiquement aujourd'hui temporaire pour ces 2-3 mois qui viennent. En fait, l'idée, c'est de s'adapter au marché, essayer d'en dégager la performance quand il ne veut pas. Voilà. Si vous regardez le marché, c'est plus du stock picking. Pardon? Si vous regardez le marché, ça n'est plus du stock picking. Aujourd'hui, le marché est en son moment. Oui. C'est plus de l'opportunisme. Voilà, oui, tout à fait. Oui. Alors après, si vous voulez, on considère que où vous y êtes, alors auquel cas il faut prendre des valeurs à fort bêta, parce que sinon, dans ces fonds flexibles, sinon ça n'a pas de sens. Je n'ai pas acheté du Danone où à ce moment-là je me mets en monétaire, mais je n'ai pas besoin d'aller prendre des grosses. On prend des forts paris, et des paris généralement lorsque le marché ne l'aime pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Madame, vous avez évoqué votre style de gestion qui était value. Aujourd'hui, quels sont les paris les plus forts en value que vous avez déterminés? Vous, monsieur, vous avez eu le courage d'évoquer vos positions en obligations high yield. Quid d'éventuels problèmes de liquidité? Alors, le problème de liquidité, effectivement, c'est pas un portefeuille high yield, donc j'ai de la chance, c'est-à-dire que vous avez compris que ça me paraît qu'une partie 30% du portefeuille, donc je conserve, j'ai malheureusement pas le choix. On vérifie auprès des analystes qu'il n'y a pas un défaut, effectivement, un problème de défaut. Le problème de high yield, c'est ça, c'est que lorsque vous avez 25% de rendement actuel, le marché se dit, il y a 2 raisons, ou parce que vous avez vendu, parce que vous avez un cash et que vous avez peur, ou c'est parce que vous avez vraiment peur dans la valeur. Voilà, alors on ne sera certainement pas à l'abri peut-être d'un défaut, mais mon comportement de gérant action m'a fait ne pas mettre plus de 1% ou 1,2% de ligne obligataire. Vous voyez, donc, en fait, la chance que l'on a eue, c'est que, n'étant pas gérant obligataire, aujourd'hui, le marché obligataire se comporte comme le marché action. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais c'est ce que me disent tous mes interlocuteurs. Et donc, finalement, ayant appliqué la même méthode sur les actions, puisque là encore, sur les actions, dans des temps comme ça, on n'a pas de fort pari, même si on a un pari sectoriel, je ne prends pas plus, hormis Hermès, de lignes de plus de 1 et quelques %, donc ça me permet de sortir de ma liquidité. Enfin, pour répondre à votre question de liquidité. Et pour répondre à votre question en termes value, aujourd'hui on pourrait presque penser que tout le marché est value.
je plaisante. Donc moi, nous, nos grosses convictions, en tout cas en gestion privée, c'est Beneteau, plus que jamais, Trigano, et une petite que nos analystes aiment bien, c'est Metabolic Explorer. Mais Beneteau, c'est vraiment une valeur de référence que j'avais travaillé en son temps dans une histoire précédente, que j'ai évoquée tout à l'heure, et sur laquelle on revient plus que jamais maintenant. Je ne pense pas combien de temps je veux bien continuer. J'ai 3 petites questions. J'aimerais savoir en gestion collective combien vous avez de lignes par portefeuille. Si vous êtes totalement... Combien de lignes par portefeuille? Oui. Combien de temps vous les conservez, ces lignes? Et aussi, si c'est uniquement en euros, et si ce n'est pas le cas, est-ce que vous vous couvrez ou pas? Non. Alors, on ne se couvre pas de vie, c'est-à-dire que je tiens compte lorsque j'achète voilà, les États-Unis, je sais que j'ai un risque États-Unis, mais je le prends ou pas sur le dollar ou pas. Donc c'est effectivement valable pour Terra. À Montbleu Finance, il n'y a pas de couverture. Voilà. C'est très simple. Donc la deuxième question, c'était... la première, c'était le nombre de lignes. Hormis les deux fonds éligibles au PA où vous avez effectivement des grosses convictions sur étoile en 5%, il y a 3 lignes qui font 5%, on parlait des secteurs. Sur les fonds flexibles, encore une fois, je ne dépasse jamais plus de 1% de la ligne, ce qui me fait des lignes, on suit peut-être 200, 300 valeurs. Et dans le portefeuille, il y en a peut-être 200. Voilà. Et la deuxième question, c'est... oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 3 mois, c'est clair, je veux dire, depuis 3 mois, où c'est un mouvement de marché assez long, on était tellement pessimiste, auquel cas je vais la garder, je vais gagner 10-15%, ou depuis 15 jours, on sait tellement pas, le marché est tellement petit, je gagne 5%, 6%, je m'en vais. Voilà, j'essaye simplement de grignoter un peu de performance parce que ça me paraît la meilleure façon de faire. Alors on s'adapte en fonction de la conjoncture. Il y a 6 mois, on ne faisait pas du tout ça. Il y a 6 mois, on avait des visions beaucoup plus précises et on se disait, voilà, 10%, on s'en va. Je pense que la réflexion, il faut pas... Le marché est comme ça, il faut s'y adapter. Voilà, donc on s'y adapte. Donc je ne sais pas ce que ça sera dans 15 jours, mais actuellement, ça me brûle un peu les doigts puisque je suis quand même relativement exposé, donc je gagne, je m'en vais. Mais surtout sur 200, maintenant 200-300 valeurs qui a été étudiée dans l'analyse et qui me paraît particulièrement massacrée. Une dernière question. Oui, bonjour. Vous avez une gamme assez classique, c'est pas du tout discriminant. Quels sont les critères ou caractéristiques que vous mettez en avant auprès de votre clientèle ou prospect qui vous différenciant de la concurrence ? Alors, ce qu'on met en avant, c'est avant tout afficher nos convictions en termes macroéconomiques. Donc, c'est vrai que vous pouvez retrouver Eric tous les 15 jours sur BFM, entre autres. On affiche ses convictions et on essaie, alors en toute modestie et humilité, parce que ça, c'est vraiment... On ne va pas parler des qualités de gérant, mais c'est, je pense, la première des qualités, la modestie et l'humilité. Donc, on essaie, en fait, grâce à cette grille de lecture, on essaie de l'appliquer au sein de notre gestion et de façon très fondamentale. Donc en fait, c'est là où on se démarque. Ce qu'on met en avant, c'est approche macro, on affiche nos convictions, on les met en application. Alors, vous allez me dire, il y a peut-être d'autres sociétés, oui, il y a sûrement d'autres sociétés qui font comme nous. Après, c'est une vraie proximité et un vrai relationnel vis-à-vis, bien sûr, de nos clients en gestion privée, et vis-à-vis aussi des conseillers en gestion de patrimoine. Nous sommes petits. Donc c'est vrai que nous sommes disponibles. Il nous arrive d'avoir des CGP qui appellent, qui ont Eric en direct ou moi-même. Et on est présent et disponible pour répondre de notre gestion à tout moment. Donc c'est cette notion de proximité qu'on essaie, effectivement, et de communication qu'on essaie de mettre en avant aujourd'hui, en sachant qu'au niveau gestion... Oui, je voudrais mettre en avant, c'est la gestion flexible. Je pense que ça me paraît assez adapté au marché. Mais lorsque vous êtes dans une gestion flexible, c'est une carte blanche que vous donnez à un gérant, à une équipe. Donc il faut connaître voilà,
les tripes du gérant, savoir comment il fonctionne, parce que sinon vous ne pouvez pas faire une allocation de différents fonds flexibles, vous accumulez différents risques, et ainsi de suite. Donc la première chose, c'est que d'abord, on leur explique la flexibilité des fonds. Ensuite, je communique suffisamment avec mes clients, ils savent comment je suis et comment on travaille. Et enfin, on a une réactivité de l'information qui est relativement assez vive, puisqu'on communique beaucoup par rapport à nos sites, par des mails à nos clients assez souvent, au moins tous les 15 jours. Ce qui est une approche, plus vous êtes petit, plus il faut être près du client. Puis voilà, on a été élevé avec le client. Donc, voilà. Mais c'est tout ce qu'on sait.